Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien, au sommaire. Maman, où j'étais avant de naître? Est-ce que je suis différent d'un robot? Pourquoi je ne suis pas tout le temps heureux? C'est à partir de ces questions que lui posaient ses enfants que la philosophe Chiara Pastorini a commencé à s'intéresser à la philo pour les enfants. Depuis, elle a écrit des livres, elle anime des ateliers, elle fait plein de choses. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag-Essel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est cette une du magazine Histoire Junior consacrée à une star des programmes scolaires, Aliénor d'Aquitaine. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle nous parlera d'un CV pas comme les autres en cette période de recherche de stage pour les élèves de 3e et pour leur maman. Et puis enfin, on retrouvera Marie-Olivier pour son cours particulier, direction les États-Unis, Baltimore pour être précis. On va évoquer avec elle un sujet très en vogue, la méditation et les enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Et si les questions que posent les enfants étaient déjà des questions de philo, c'est à partir de cette interrogation que Chiara Pastorini a commencé en 2014 à donner des ateliers philo pour les enfants. Depuis, elle a aussi publié des livres. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de sortir, je vais vous le montrer, il est super, c'est léger comme un papillon, Au Père Castor. Il y en a eu d'autres, dont Le goût de la vie, également Au Père Castor. Les illustrations sont signées Annick Masson. On est très heureux, Chiara, de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec des copains, en fait. Bah oui. Je n'avais pas prévu de vous interroger, mais bon, je ne savais pas que vous arriveriez avec... Il fait un peu philosophe grec, lui. Bah oui, lui c'est Socrate. Ah bah voilà, on le reconnaît et lui tout de suite. c'est son élève, Platon. D'accord. Il dialogue en permanence. Bien sûr. C'est le dialogue socratique, c'est les bases. Tout à fait, entre eux et avec les enfants. Et avec vous. Bien sûr. Ça va là, tout va bien? Tout va bien. Dès que l'enfant parle, dites-vous, et c'est une de vos grandes convictions, il pose des questions philosophiques. Oui, dès que les enfants commencent à parler de façon plus complexe, dès qu'ils commencent à faire des phrases, ils commencent à poser des questions philosophiques. D'abord les pourquoi, et puis des questions vraiment sur le sens de la vie, de l'existence, le rapport aux autres, au monde. Donc, très spontanément, en fait, ils font de la philosophie sans le savoir. Notre rôle est de les accompagner dans cette réflexion pour aller un peu plus loin et les aider à réfléchir. Leur moteur premier, c'est leur curiosité. Bien sûr, c'est l'étonnement devant le monde. Déjà, Socrate, Platon, Aristote nous le disaient, la philosophie naît d'un émerveillement, d'un étonnement devant le monde. Donc on s'émerveille, on s'étonne et les questions surgissent. Donc les enfants sont très bien placés pour poser des questions philosophiques. J'ai cité quelques-unes des questions que j'ai empruntées à un entretien que vous avez donné il n'y a pas très longtemps pour raconter comment vous-même vous êtes passé d'un doctorat sur Wittgenstein, si je me souviens bien, à la philo pour les enfants. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent, des questions récurrentes? Une des premières questions qui surgit chez l'enfant, c'est la question de la mort. Bien sûr, parce que voilà, l'enfant très jeune se demande où il était avant de naître et bien sûr où il sera après. Donc c'est vraiment une des premières questions qui est d'ailleurs le thème de le goût de la vie. Absolument. Ce petit album qui est paru chez le Père Castor. Qu'on remonte, c'est super. Et puis plein d'autres questions sur la liberté, la justice, la vérité, l'amitié. C'est vraiment des thèmes qui interrogent les enfants dès le plus jeune âge. Depuis que vous vous intéressez à la philo pour les enfants, vous avez créé un tas de dispositifs finalement pour engager la conversation avec eux, pour déclencher le dialogue. Il y a les livres, il y a des cartes également. Voilà, apparemment, vous faites des ateliers. Tout à fait. Les marionnettes, je découvre à l'instant. Mais par exemple, les ateliers, comment ça fonctionne? Je crois que vous insistez beaucoup sur la notion d'expression libre, mais c'est pas non plus le grand n'importe quoi. Tout à fait. Ces ateliers philo, c'est des espaces d'expression libre mais cadrés. Donc bien sûr, il y a deux règles, deux règles de respect de parole. Et l'idée, c'est vraiment de aider les enfants à construire collectivement une réflexion collective. Donc l'important, c'est vraiment de s'enrichir aussi de la pensée des autres. C'est-à-dire que, bien sûr, en philosophie, il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a plusieurs réponses. Donc ces espaces de parole, c'est des espaces où il y a une pluralité de points de vue qui permettent à l'enfant de se décentrer, donc d'être confronté à d'autres points de vue qui lui permettent de s'enrichir et aussi de remettre en question ses préjugés, ses certitudes, ses idées reçues. On parle d'enfants de quel âge? Nous, on commence avec les Petites Lumières, le projet que j'ai fondé en 2014. On commence à travailler dès la maternelle, donc 4-5 ans en général. C'est quand même pas un âge où c'est facile de leur apprendre à coopérer.
Le plus tôt on commence et le plus tôt... Mais comment vous faites pour leur dire, non, le but c'est pas de gagner ou c'est pas d'avoir moi la bonne réponse et pas l'autre? Comment vous faites? Disons qu'en général, de toute façon, très spontanément, les enfants ont un sens de la justice très développé. Donc, même la distribution de la parole, ils se rendent tout à fait compte que la parole doit circuler. Ouais. Donc, par exemple, quand ils savent très bien qu'il faut lever la main pour parler ou respecter le tour des paroles, par exemple avec le bâton de parole. On peut utiliser le petit Socrate, ou alors Socrate et Platon. Voilà, comme bâton de parole. Ils savent tout à fait qu'on ne doit pas interrompre l'autre, il faut l'écouter. Et puis, moi, je propose souvent la règle de la priorité aux enfants qui parlent moins. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs enfants avec le doigt levé, comment on choisit? Celui qui a moins participé. Oui, ça c'est accepté. Et petit à petit, l'apprentissage se fait. Voilà, petit à petit, l'apprentissage se fait. J'ai jamais eu un enfant qui était contre cette règle. Donc finalement, il y a la curiosité naturelle et il y a le sens naturel de la justice des enfants qu'on retrouve dans votre travail. Le goût de la vie, c'était le premier que vous avez sorti au Père Castor. Celui qui vient de sortir, c'est Léger comme un papillon. On continue à discuter avec Chiara Pastorini, invitée du Grand Oral, dans quelques instants. Mais si vous le voulez bien, pour l'instant, on retrouve Emma Guessel, l'anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour. Une anti-sèche aujourd'hui consacrée à une star du Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine, à laquelle le magazine Histoire Junior consacre tout un dossier, super magazine d'histoire pour les enfants. Tout à fait. 10-14 ans, plutôt fin de primaire et collège, quoi. Voilà, exactement. Aliénor d'Aquitaine, cette femme au destin incroyable, puisqu'elle a été duchesse d'Aquitaine et 2 fois reine. Une fois reine de France et une fois reine d'Angleterre. Faut le faire quand même. Alors, elle est née vers 1122 et à ce moment-là, son père détient le duché d'Aquitaine. Alors, le duché d'Aquitaine, ça représente une énorme partie de la France à ce moment-là. Ça va de la Loire aux Pyrénées. C'est le duché le plus puissant de France. Aliénor d'Aquitaine qui reçoit une éducation tout à fait respectable. Ah oui, elle apprend la lecture, le latin, la musique, l'équitation, la chasse, elle est vive, elle est cultivée. Et là, tout va s'enchaîner très vite, car son père meurt, et comme elle n'a pas de frère, c'est elle qui hérite du duché d'Aquitaine et du comté de Poitiers. Elle a à peine 15 ans. Et là, elle devient un parti extrêmement désirable pour la famille royale, parce qu'elle a un grand duché. Tout à fait. Et qu'elle est en âge de se marier. Absolument. Et elle va épouser le fils du roi. Et là, je vous avais dit que tout s'enchaînait très vite. Le roi meurt 15 jours plus tard. Donc son fils monte sur le trône et Aliénor devient reine de France. Et tout ça en une année quand même. Alors à ce moment-là, le château du roi de France se trouve sur l'actuelle île de la Cité. C'est très austère et quand elle arrive, elle contraste totalement avec le paysage parce qu'elle est très belle, elle est lumineuse. Elle porte des robes colorées et cintrées. Et les écrivains du Moyen-Âge écriront d'Aliénor qu'elle est perpulcra, ce qui en latin veut dire plus que belle. On apprend tellement de choses avec vous. Elle avait aussi un grand sens de la politique et beaucoup d'audace. Tout à fait. C'est ce qui la caractérise aussi. En fait, très vite, son mari va partir en croisade. Que fait aussi Aliénor? Elle rassemble donc ses servantes et ses troubadours, c'est-à-dire des musiciens et des poètes qu'elle avait amenés à la cour. Et tout ce petit monde part en Orient. Mais là, le roi enchaîne défaite sur défaite. En plus, entre le roi et Aliénor, il y a un peu d'eau dans le gaz parce que le roi est jaloux. Il suspecte Aliénor de le tromper avec le prince Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor. C'est humain. Tout à fait. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils rentrent ensemble, mais par bateau séparés. Elle avait Il faisait bateau à part. Exactement, très bien dit. Donc le roi revient après 2 ans d'absence, après avoir perdu. Tout ça n'aura servi à pas grand-chose et il rapportera de son voyage des pruniers. Et l'expression « tout ça pour des prunes », ça vient de là. Extraordinaire. Ouais. Le roi et la reine qui demandent dans la foulée à faire annuler le mariage. Mais oui, c'était possible et ils ont réussi. Alors ils disent qu'ils sont de trop proches cousins et la demande est acceptée par l'Église. Et quelques semaines plus tard, elle n'a pas trop perdu de temps. Elle épouse Henri Plantagenet qui devient roi d'Angleterre et Aliénor reine donc pour la 2e fois. À eux deux, ils possèdent plus des 2/3 de la France. Ils auront 8 enfants dont Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Aliénor sera d'ailleurs une très bonne conseillère politique pour son mari, mais assez vite, là aussi, pas de chance, leur relation se dégrade et Aliénor se rend de moins en moins en Angleterre pour s'occuper de ses propres terres en Aquitaine. Elle va s'entourer d'intellectuels, elle va financer des travaux d'une toute nouvelle cathédrale à Poitiers, qu'il faudra d'ailleurs 100 ans pour que le chantier soit terminé. Bref, elle a plein de projets dans son duché. Est-ce que le pouvoir auquel elle a goûté, est-ce que le charme vénéneux du pouvoir ne lui manque pas un petit peu quand même? Totalement. Alors ses fils se rebellent contre leur père et Aliénor les soutient. Elle les pousse à faire un coup d'État contre leur père. Le problème, c'est qu'elle échoue et qu'elle se retrouve emprisonnée.
15 ans en résidence contrôlée. Elle a vraiment 1000 vies quand même, Aliénor. Parce qu'avant ça, elle a quand même réussi à être 2 fois reine et duchesse d'Aquitaine. Et en 1189, elle est enfin veuve. Elle l'attendait parce qu'elle a pu être libérée grâce à ça. Richard Cœur de Lion devient roi. Ça tombe bien, c'était vraiment son chouchou. Et pendant qu'il part en croisade, elle va gouverner à sa place. Donc enfin, elle retrouve le pouvoir. Elle aura donc vraiment eu un rôle politique immense au XIIe siècle. Je vais y arriver. Mais ouais, respirez. Personnalité fascinante. Elle mourra à 80 ans et sa tombe se trouve encore aujourd'hui dans l'abbaye de Fontevraud, près de Chinon, dans le Maine-et-Loire. Allez voir. Et Netflix, là, si tu regardes, elle est où la série? Parce que c'est quand même absolument extraordinaire. Hein, ça vaut largement les Tudors ou d'autres. C'est fou cette histoire. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré tout à l'heure? Oui. Chiara Pastorini, Grand Oral. Philosopher avec les enfants, c'est l'objectif des ateliers organisés par les Petites Lumières, qui a été créé par Chiara Pastorini en 2014. Elle est l'invitée du Grand Oral. Comment vous êtes venu, vous, à la philosophie? Parce que j'ai dit qu'à un moment, vous avez un doctorat de philo sur Wittgenstein, que vous passez à la philo pour enfants, mais avant... Eh ben, en effet, moi j'ai un premier parcours en odontologie. Donc je suis dentiste au départ, mais disons que la philo a toujours été un petit peu ma passion. Donc à la suite de mes études en odontologie... extraordinairement impressionné. Et alors en plus, vous ne le racontez pas partout, parce que je l'ai vu nulle part, ça. Oui, c'est vrai que... voilà. Et alors pourquoi dentiste? Vous n'allez pas vous en sortir comme ça? Parce que un peu par hasard, je dois dire un peu par hasard, parce qu'au départ je devais m'inscrire en médecine et en Italie le test d'admission à odontologie était le jour avant celui de médecine. Donc je l'ai utilisé un peu comme galop d'essai pour vous entraîner. Voilà, galop d'essai. Et puis j'ai passé les deux et puis voilà, j'ai décidé un peu de façon très rationnelle de faire odontologie. Mais voilà. Et vous avez fait en entier? J'avais fait un entier. Vous avez déjà arraché des dents et tout? Je pourrais ouvrir un cabinet. Waouh! Ouais. Mais j'ai travaillé surtout à l'hôpital, j'ai vraiment jamais exercé dans un cabinet. Parce que je savais déjà de toute façon que j'aurais fait philo tout de suite après. D'accord, vous avez cette passion pour la philo, vous faites philo quand même. Ouais. Le doctorat, parce que tant qu'à faire... On va pas s'arrêter avant. J'avais commencé du début, il n'y avait pas vraiment de passerelle. Vous vous êtes dit, je vais terminer. Voilà. Mais j'ai quand même enseigné philosophie de la médecine quand je suis arrivée à Paris 7. J'étais chargée de cours. Et effectivement, ça m'a permis. Ça a fait le pont entre les deux morceaux. Exactement, exactement. Ah, extraordinaire parcours. La philo pour les enfants, dites-vous, ça a été inventé par les Américains dans les années 70. Oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai découvert très tard, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, surtout pas au département de philo. Donc, quand moi, j'ai soutenu ma thèse en 2008, je ne la connaissais pas. Par contre, elle existe depuis maintenant une cinquantaine d'années, parce qu'on part de la fin des années 60, au début des années 70. Donc, on est aux États-Unis avec Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp, aussi sa collaboratrice. Donc, Lipman, c'est le premier qui a théorisé vraiment cette discipline. Il a écrit de nombreux ouvrages, et en particulier des nouvelles et des romans, pour justement amener les enfants à se poser des questions. Et en France, ça arrive plutôt dans les années 90. Moi, je me souviens bien de la collection des goûters philo de Brigitte Labbé à Jacques Azam, qui était une des toutes premières et qui effectivement a rencontré il y avait une demande en fait, parce que ça a rencontré un succès public extraordinaire. Je crois que c'est les éditions Milan qui publiaient ça à l'époque. Tout à fait, mais ça existe toujours. Ouais. Et ça rencontre... Pourquoi parce que mon point était de dire que tout ça existe quand même maintenant depuis un certain temps. Oui. Néanmoins, la philo en tant que telle reste en dehors des programmes jusqu'à la terminale. Pourquoi ça ne rentre pas dans l'école autrement que par le truchement de ce que vous faites? Il y a eu quelques réformes, comme par exemple en 2015 où on avait dans les programmes DMC, donc l'enseignement moral et civique qui est obligatoire du CP au CM2, il y avait la notion de discussion à visée philosophique. Donc, disons que ça reste quand même un dispositif important pour effectivement aborder certains thèmes, même à l'école. Mais c'est vrai que ça invite à faire classe autrement. On n'est pas obligé d'arriver avec des marionnettes, mais l'enseignant est plus dans un rôle finalement de guide. Tout à fait. Où il fait de la maïeutique pour... Moi, j'ai fait aussi beaucoup de formations en philosophie pour enfants et je forme régulièrement des enseignants qui sont à la recherche d'outils qui leur permettent aussi de faire cours autrement et de rendre l'enfant plus acteur. Donc, de développer ce qu'on dit l'esprit critique des enfants, de l'amener à réfléchir vraiment par soi-même. Sur ce questionnement des enfants, ce questionnement, j'allais dire naturel, vous dites qu'il y a un avant et un après 2015. C'est-à-dire que les attentats ont quand même à un moment donné ouvert
une boîte à questions absolument. Moi, j'ai remarqué effectivement qu'il y a eu une énorme sensibilisation à cette pratique, hein, surtout après les attentats. Je pense qu'on cherchait vraiment des outils pour parler de ce qui s'était passé aux enfants, chercher les mots justes, voir comment on pouvait justement avoir des discussions là-dessus. Donc ça, il y avait un côté, la philosophie comme instrument pour en parler, mais aussi un côté, la philosophie comme un instrument pour prévenir. Donc, comme un moyen pour prévenir la violence. Mais vous avez senti des questions qui étaient liées à ça dans les ateliers que vous animez ? Oui, bien sûr. De toute façon, l'actualité marque toujours les enfants, que ce soit les attentats, que ce soit la guerre, que ce soit la pandémie, bien sûr. Tout ça, après, ça ressort dans ce type d'ateliers qui sont des espaces, justement, où les enfants peuvent exprimer aussi leur inquiétude, leur peur. Les ateliers, les cartes, les livres sur le deuil, par exemple, ou sur la mort, c'est le goût de la vie, ou sur la vérité. Léger comme un papillon, n'est-ce pas ? Oui, sur le mensonge. Et le mensonge. Mensonge et vérité. Oui, chacun voit. Vous voyez, moi j'ai vu, je me suis dit c'est la vérité. Vous dites c'est sur le mensonge. C'est une question de point de vue. On continue à parler de tout ça avec vous dans quelques instants. On retrouve pour l'instant Emma. C'est la récré. Nous on fait des récrés. C'est notre façon d'enseigner autrement. Enfin bon, non, c'est assez banal. Allez, la récré. Rebonjour Emma. Bonjour. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'un document qui s'est répandu sur les réseaux sociaux en quelques heures. Tout à fait. Moi, je l'ai reçu 15 fois. Mais oui, alors on va parler du stage. C'est extraordinairement drôle. C'est très drôle. On va parler d'un CV qui a été fait pour parler donc pour postuler à un stage de 3e. Alors on est tous passés par ce stage de 3e. Peut-être que c'est votre cas cette année, vous qui nous regardez, le stage de 3e d'observation qui doit permettre de découvrir. Ça, vous Mais bien sûr. Moi, c'est pas de ma génération, ça n'existait pas. Moi, j'ai fait le stage de 3e, je l'ai fait à France 3 Île-de-France. Donc, je voulais déjà devenir journaliste. Extraordinaire. Et mon envie s'est confirmée pendant le stage. Génial. Et aujourd'hui, je suis là. Ouais. Et donc, pour pouvoir accéder à ce stage, j'ai dû rédiger évidemment un CV. C'est obligatoire. Et justement, vous l'avez dit en ce moment, il y a sur les réseaux, il y a une maman qui fait le buzz parce qu'elle a dévoilé le CV qu'elle a fait à son fils de 3e. Elle était assez outrée qu'on demande à un enfant de 13-14 ans un CV. Et elle l'a donc fait avec humour. Je vous laisse découvrir, je le commente. Alors déjà, son fils, il s'appelle Loulou. Oui, c'est lui. Objectif, devenir un adulte. Je fais ça pour les plus jeunes. Il y avait une pub très très connue pour un parfum qui s'appelait Loulou. Et que ça se terminait par Loulou, oui, c'est moi. Vous vous souvenez ? Non, il y avait ça, oui. Peut-être en Italie aussi, oui. Ouais, il y avait la même. Donc voilà. Loulou, oui, c'est moi, c'est lui. Objectif, devenir un adulte sympa dans un monde pas trop con. Et alors là, les expériences professionnelles sont assez On la cite, c'est pas vous qui parlez comme ça. Ah non. Vous ne vous permettriez pas, on est d'accord. Pas du tout. Alors au début, le petit Loulou occupait le poste de bébé en CDD d'août 2008 à août 2011. Création de poste, bien sûr. Principale réalisation en première dent. Puis entre 2011 et 2019, son poste, c'était poseur de questions. C'est pour vous, car... Justement. Dans les réalisations, il y aura l'apprentissage du vélo sans les roulettes, très fort. Meilleur déguisement de Spider-Man au carnaval de l'école et le brevet de 25 mètres. Et puis enfin, son poste actuel, geek à capuche en CDD, entre parenthèses, on espère. Et alors, elle a même pensé à tout, même les langues. Anglais, maman dit pas mal. Espagnol, maman dit correct. Chinois, maman ne dit plus rien. Donc j'espère qu'avec un CV pareil, il sera pris où il voudra, parce que franchement, avec une maman aussi drôle, le fils ne peut que être super doué. Ouais, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que la maman va être recrutée absolument partout, parce que en tant que conseillère CV, elle est géniale. Emma, merci beaucoup. Fin de la récré, retour au grand oral. Chiara Pastorini. Si vous ouvrez les programmes scolaires ou si vous allez les voir sur Internet, vous le constaterez à peu près à tous les niveaux. Dans toutes les disciplines, il n'est question que de développer l'esprit critique des enfants. Mais sait-on s'y prendre ? Et puis, qu'est-ce que l'esprit critique ? Depuis 2014, Chiara Pastorini s'emploie à développer des approches variées de cet esprit critique avec les enfants. Je dis depuis le début, les ateliers, les livres, les cartes. Donc les ateliers, ça on en a parlé. Les livres, on en a montré quelques-uns, mais même s'il y en a d'autres. Les cartes, c'est quoi ? Ça fonctionne comment ? En fait, c'est des études de cartes. Il y a 30 concepts illustrés, philosophiques. Et derrière, il y a des questions qui peuvent aider les adultes à nourrir la discussion avec les enfants. Et puis une activité pratique, artistique en général, qui fait lien avec le concept et qui permet de concrétiser aussi et de mettre en mouvement la pensée différemment. Autre façon de mettre en mouvement la pensée, et c'est une des raisons qui explique votre présence sur ce plateau, Marie-Olivier, qui va nous rejoindre tout à l'heure, nous a dit « j'ai suivi des ateliers Philoart de Chiara Pastorini, c'est génial !» Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est bien ce que vous faites, puisqu'elle nous l'a dit. C'est quoi Philoart ? Vous travaillez avec des musées, et non des moindres d'ailleurs.
Oui, alors effectivement, ma méthode que j'appelle holistique fait appel à des pratiques notamment artistiques pour mener l'enfant à réfléchir différemment. Donc l'art est utilisé comme moyen de recherche philosophique pour définir des notions, pour aider l'enfant à argumenter, pour problématiser, etc. Et en effet, on travaille avec de nombreux musées, hein, surtout à Paris, et notamment le musée Picasso et le musée du Louvre à partir de cette année. Donc là, l'art est utilisé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'elle est utilisée comme support pédagogique. Donc vous les emmenez visiter une exposition, exactement, c'est à partir on s'arrête devant certaines toiles, œuvres, hein, qu'on nourrit la discussion, tout à fait. Et s'interroger à partir des œuvres. Exactement. Chiara Passorini, dans toute votre approche, il y a l'idée qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas forcément une seule façon d'avoir une bonne note. Dit comme ça semble tout à fait évident, mais ce n'est pas forcément simple à vendre aux enfants quand même, parce qu'ils aiment bien savoir avoir quelques repères. Alors, ce n'est pas tout à fait ma vision sur le propre de la philosophie. Pourquoi ? Parce que les questions philosophiques, c'est des questions par nature ouvertes. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Souvent, j'entends dire la philosophie, les questions philosophiques n'ont pas de réponse. Non, il y a plusieurs réponses possibles et donc qui permettent aussi, on l'a dit tout à l'heure, à l'enfant de se décentrer, de se confronter à d'autres points de vue et c'est ce qui fait la richesse de la discussion. Ce n'est absolument pas un obstacle. Et disons que c'est important après, pas seulement d'exprimer son point de vue, sa réponse, mais aussi de le justifier. Donc, c'est là qu'on intervient. J'argumente. Voilà, on intervient pour aider l'enfant à argumenter et justifier donc son point de vue. Mais c'est vrai aussi que dans ces espaces d'expression où on se confronte au point de vue de l'autre, ce n'est pas rare qu'à la fin d'un atelier, un enfant puisse dire j'ai changé d'avis. Parce que voilà, le chemin qu'on fait dans la réflexion fait en sorte que à la fin, on trouve peut-être plus convaincants les arguments de quelqu'un d'autre que nous. Pour progresser en philo, finalement, il faut pratiquer avant tout. C'est ça, c'est un... Bien sûr, la philosophie, c'est une pratique. C'est une pratique. Et dans ce type d'atelier, il n'est pas question de faire des cours de philo, des cours de l'histoire de la philo, mais justement de développer des compétences de raisonnement. On en a parlé tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas pour autant parfois de faire des références aussi aux classiques, surtout dans l'idée de valoriser l'enfant, qui est considéré comme un interlocuteur valable, mais toujours de façon à ne pas censurer l'enfant, à ne pas vouloir dire ce que dit ce philosophe-là, c'est la bonne réponse. Justement, on remet en question aussi la parole d'un philosophe. Et donc, un enfant de 4 ans, on peut ne pas être d'accord avec Platon. Avec Kant. Donc, il prend la petite... ou avec Socrate, donc il prend la marionnette et il dit, écoute, je suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est du grand n'importe quoi. Exactement. Chiara Passorini, je citais Marie-Olivier il y a quelques instants. Elle va nous rejoindre si vous voulez bien. On va parler d'un sujet qui n'est pas très très éloigné de la philo. Enfin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Tiens, ça nous intéresse. Emma, merci beaucoup. Merci. Vous cédez la place à Marie ? Vous allez faire votre CV ? Non, vous ne le faites pas, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes bien ici. Je suis très bien ici. Ok, génial. Cours particulier, Marie, Olivier. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je vous présente pas, alors vous connaissez ? Oui. Vous avez suivi des ateliers ? Et oui, philo-art pour enfants. C'était quoi ? C'est un atelier de philo-art pour enfants, donc on apprenait à animer des ateliers, c'était très chouette. Je me suis déjà retrouvée avec cette petite marionnette dans les mains du coup. Ah c'est vrai, vous en faisiez quoi ? On se le passait. C'était le bâton de parole. Exactement. D'accord, c'était le Socrate de parole en fait. C'est ça. Super, vous me le prêtez ? Hop. Tenez, à vous. Ah, merci, ça me rappelle. Puisque dans le cours particulier, vous allez parler d'enfants et de méditation. C'est une pratique qui aurait des vertus nombreuses, notamment sur les traumatismes et sur l'anxiété. Exactement, ouais. D'ailleurs, la méditation est parfois associée à la philo pour enfants en France et ailleurs. Figurez-vous que des neuroscientifiques ont remarqué que les bienfaits de la méditation pouvaient aller bien plus loin que juste, par exemple Par exemple, la méditation baisserait le niveau d'activité des parties du cerveau qui incluent la rumination ou la dépression. Des neuroscientifiques de la Wayne State University aux États-Unis ont donc mené la première expérience par IRM, donc imagerie par résonance magnétique, chez des enfants de moins de 18 ans. Et elle consistait en quoi cette expérience ? Alors face à une situation de stress, ils ont comparé une forme simple de distraction, compter jusqu'à 10, avec 2 formes de méditation basiques. La première, c'est la concentration sur sa respiration et l'autre, l'acceptation consciente des émotions et des pensées. Donc rien de bien sorcier. Enfin, un truc conscient des émotions et des pensées, c'est quoi quand même ?
De juste voir ses pensées et d'accepter. D'accord. Voilà. C'est un peu sorcier quand même. Oui, peut-être. Bon. Ça se travaille facilement. C'est vrai? Ouais. Ok, je vous crois sur parole. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pendant l'expérience, les jeunes? Alors en fait, ils utilisaient ces techniques différentes, donc les deux formes de méditation et compter jusqu'à 10 en regardant des vidéos qui leur provoquaient du stress. En l'occurrence, là, c'était des vidéos d'enfants qui recevaient une piqûre médicale. Alors je comprends très bien, c'était tout à fait immédiat et ça a été révélateur. Vous voyez des choses à l'IRM? Oui, l'IRM montre que ces techniques de méditation sont bien plus efficaces pour éliminer la suractivité dans la partie du réseau cérébral dont je vous parlais tout à l'heure, donc celle du stress et des angoisses. Et ça renforce les résultats d'autres études qui avaient déjà été menées par le même laboratoire qui ont montré que la méditation a pu permettre la réduction du stress chez les enfants, par exemple, pendant la pandémie ou encore chez des enfants qui sont atteints de maladies chroniques. Et ces résultats, c'est vraiment pas rien. Ouais, c'est pas rien parce qu'on a on a vraiment de nombreuses expériences scientifiques sur les effets de la méditation pour adultes, mais chez les enfants, pas tant que ça. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que... Ils ont le cerveau qui bouge, c'est ça? Ouais, ils ont le cerveau qui est en croissance et donc la plasticité cérébrale est plus importante que chez les adultes. Ça peut aussi donner des idées, des pistes aux parents pour distraire les enfants face à des situations stressantes, y compris à la maison, dans un déplacement ou que sais-je. C'est ça. Ouais, par exemple, si votre enfant passe un examen médical stressant et que vous voulez le distraire, lui montrer quelque chose... Si Chiara Pastorini dit « je me souviens que je sais arracher une dent, tiens, allonge-toi maintenant », par exemple, au hasard, je prends les exemples au hasard. Si vous lui montrez quelque chose sur votre smartphone, ce qu'on a tendance à faire, ça marche pas si bien que ça. Parce qu'en fait, ce genre d'activité active le cortex préfrontal qui est peu développé chez les plus jeunes. En revanche, devinez ce qui ne dépend pas du cortex préfrontal. La méditation. Bravo. Wow. Les techniques de méditation sont donc plus efficaces pour accompagner les enfants dans la gestion du stress. Et alors, est-ce qu'il y a plusieurs types, je crois, de méditation, non? La respiration, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, non? Il y a pas mal de choses. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a de meilleurs que... Comment on choisit? On ne sait pas vraiment encore, d'où l'intérêt vraiment de développer ce champ de compétences de recherche qui reste jeune. Des études plus larges et sur des enfants atteints de pathologies différentes pourraient être intéressants pour répondre à ces questions. Mais c'est prometteur, il y a de nombreux exemples des bienfaits de la méditation dans le monde, notamment, par exemple, à Baltimore, aux États-Unis. Ah, ben voilà, on voyage. Bah oui. Baltimore, ils font de la méditation pour enfants là-bas de manière particulière? Oui, dans une école primaire à Baltimore-Ouest, les enfants commencent chaque journée par une quinzaine de minutes de méditation. C'est le moment pleine conscience. Je précise Baltimore-Ouest parce que c'est un quartier qui a été connu pour être l'un des plus violents et notamment il y a eu des émeutes en 2015. Et c'est à l'initiative de 2 frères du quartier? Oui, les frères Smith encouragent la méditation chez les enfants dans les écoles primaires de la ville avec une vision, changer les mentalités dans la communauté dès le plus jeune âge. Et ça fonctionne. Ça fonctionne? Il y a des preuves? Oui, il y a des preuves. La principale de l'école, par exemple, elle a vu une énorme différence. Plus aucun élève n'a été suspendu dans l'établissement. Et c'est les élèves qui agissent mal ou qui se battent sur la cour, ils sont plus envoyés dans le bureau de cette principale, mais ils sont envoyés dans une salle de méditation où ils apprennent à se calmer, à résoudre les conflits de manière pacifique et ils enseignent ensuite ces techniques même à d'autres enfants. Et si vous nous en parlez, c'est quand même qu'à Baltimore, ça touche beaucoup d'enfants, non? Oui, ça concerne déjà 14 écoles publiques et 4000 enfants pratiquent la méditation de manière hebdomadaire. Les frères Smith ne comptent pas s'arrêter là. Ils espèrent que leur programme se développe dans d'autres villes et dans peut-être d'autres pays. Génial. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir une fois plus fait voyager. Merci Socrate. C'est Socrate le Grand, Platon le Petit. Car vous avez un avis sur la méditation de pleine conscience ou ces choses-là? Vous avez croisé forcément ces choses-là? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut tout à fait combiner la philosophie avec les enfants, avec la pratique de l'attention. Par exemple, au début d'un atelier, on peut faire quelques minutes de pratique de l'attention pour que les enfants, effectivement, puissent se recentrer et s'ouvrir, être prêts aussi pour ensuite... C'est intéressant, vous dites pratique de l'attention. Oui, méditation, pratique de l'attention. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas la même expression et je la trouve intéressante aussi. Oui. Génial. Merci beaucoup. Merci. Il va falloir rendre quand même Socrate un moment puisque Platon est en train de hurler en disant « Ah bah carrément !» Bon, bah c'est perdu. Il fallait pas venir avec. Hein. Regardez pour chaque cours particulier. Léger comme un papillon, Chiara Pastorini. Les dessins, très jolis d'ailleurs, sont d'Annick Masson. C'est au Père Castor. C'est le dernier ouvrage publié par Chiara Pastorini. Les Petites Lumières, c'est le nom de... C'est une association oui. Que vous avez créée en 2014 et qui déploie un panel absolument chatoyant d'activités de philosophie pour les enfants. Merci à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe, à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie est assistée aujourd'hui par Aude Chiny, Alexis Oustabassidis pour le son, Ulysse Touré et Angèle Jean Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.